Le symposium numéro 3 de BMS sur le cancer de vessie infiltrant le muscle, quelle prise en charge en 2024, avec un panel, et je ne sais pas qui commence. Qui commence? Eh bien, c'est M. Laurent Guy lui-même. Donc oui, on va parler effectivement des nouveautés concernant le cancer infiltrant de vessie, mes liens d'intérêt. Donc on va partir d'un cas clinique. Ce cas clinique, c'est celui d'un patient de 57 ans qui est agent d'entretien, marié, 4 enfants, un tabagisme actif à 35 paquets années. C'est un patient qui, en décembre 2023, présente un épisode d'hématurie qui amène à la découverte d'une volumineuse tumeur de vessie, comme vous le voyez sur son IRM. Il a eu une résection en février 2024 qui confirme un carcinome urothélial 2 au grade infiltrant le muscle, classé au moins PT2. La décision de RCP est à ce moment-là de faire une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une cystoprostatectomie, comme cela est recommandé. Donc il a ces 4 cures de chimiothérapie avec un MVAC dose-dance. La dernière se termine en mai 2024. Il y a globalement une bonne tolérance, avec cependant quelques phénomènes d'asthénie, quelques troubles digestifs, avec des nausées mais sans vomissement. Vous voyez le scanner qui montre une diminution modérée de l'épaississement pariétal vésical droit. Le bilan d'extension est confirmé négatif. Il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, pas d'atteinte viscérale. Et on va donc à la cystoprostatectomie qui est effectuée le 2 juillet de cette année. Les suites opératoires sont simples. Sur la pièce opératoire de la cystoprostatectomie, il est retrouvé un carcinome urothélial 2 au grade infiltrant la graisse périvésicale qui est classé PT3A, grade 3. Il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire sur les nombreux ganglions prélevés. L'immunomarquage PDL1 est à 5%. Et la question que je vais poser à nos deux intervenants, donc Lucas Campodel, oncologue médical, et Carole Iriart, radiothérapeute, c'est que faut-il proposer à ce patient qui a eu donc déjà une chimiothérapie néoadjuvante et pour lequel on se retrouve avec une tumeur assez volumineuse sur la pièce opératoire, donc PT3A. Il faut-il faire un traitement médical systémique et lequel? Et ensuite, y a-t-il une indication à une radiothérapie adjuvante? Donc c'est toi, Lucas, qui va nous parler des traitements médicaux possibles pour ce patient. Merci Laurent. Donc, je vais prendre la suite. Donc la première question, c'est est-ce qu'on ferait à ce patient une chimiothérapie adjuvante et laquelle? Donc la réponse, mes liens d'intérêt, pardon, excusez-moi. La réponse c'est non. En fait, il n'existe pas de schéma de chimiothérapie périopératoire dans le cancer de vessie. Donc si le patient il a eu de la chimiothérapie en néoadjuvante, il n'en aura pas dans la situation adjuvante. Donc chez ce patient, c'est sûr que c'est non. Mais on va quand même revenir sur les données de chimiothérapie adjuvante qui sont assez faibles, alors qu'elles sont très importantes. Et comme l'a rappelé Laurent, tous les patients qui sont PT2 doivent avoir une chimiothérapie néoadjuvante, plutôt par MVAC dose-dance pour nous les Français depuis l'étude VESPER sur laquelle on ne va pas revenir. Et les données pour la chimiothérapie adjuvante sont beaucoup plus minces. Donc ça, c'est une méta-analyse d'études qui est publiée assez récemment en 2022. Donc si on regarde, je ne peux pas pointer, mais si ça. Si on regarde, en fait, c'est une méta-analyse d'études négatives. En fait, toutes les études présentées ici, elles sont négatives, mais au final, quand on augmente la puissance et qu'on les poule tout ensemble pour faire une méta-analyse, on a un résultat qui est positif. Ce résultat positif, il est modéré, c'est une augmentation de survie globale de 6% à 5 ans. Et si on regarde un peu plus dans le détail, après ajuster en fonction des études sur l'âge, le sexe, le stade PT et le stade PN, on a 9% de survie globale à 5 ans en bénéfice, 11% de survie sans récidive, 11% de contrôle local et 8% de survie sans métastase. Donc c'est un bénéfice qui n'est pas énorme, qui est à peu près ce qu'on peut retrouver pour les chimiothérapies adjuvantes, globalement à peu près, mais avec une puissance qui est quand même moins importante, puisque c'est un résultat de méta-analyse, je vous rappelle. On retrouve ces résultats résumés, donc plus 6% de survie globale, 9% quand on ajuste, et après les résultats que je vous ai expliqués pour les autres surrogate endpoints. Mais si on regarde plus dans le détail, il y a quand même des limites pour l'extrapolation, puisqu'on pourrait dire que ce n'est pas si mal, 6% à 5 ans. En fait, en pratique, si on regarde dans le détail, donc c'est des études qui sont anciennes. Pourquoi elles sont anciennes? Parce que maintenant, le standard, c'est chimiothérapie néoadjuvante, et je vous ai dit qu'il n'y a pas de chimiothérapie périopératoire. Donc si les patients ils ont une chimiothérapie néoadjuvante, ils n'ont pas d'adjuvant. Donc il y a quand même des études globalement plutôt anciennes. Ensuite, c'est des petits effectifs.
on voit que ça va. Donc la plus grosse, elle fait 284, mais sinon il y a jusqu'à 50 malades dans certaines études, donc c'est des petits effectifs. Ensuite, c'est des stades quand même très différents en fonction des études. Des fois, il y a du N+, des fois, il n'y en a pas. Ensuite, les schémas de chimiothérapie adjuvante sont très différents. Donc, il y a du cisplatin-gemzar, du MVAC, il y a même des protocoles un peu plus folkloriques, on va dire, cisplatine, gemzar, taxol. Donc, c'est quand même, pour l'extrapolation, ça rend les choses un peu plus compliquées quand même. Ensuite, on voit qu'il y a eu beaucoup de mal à inclure et ça explique pourquoi il y a des petits effectifs. C'est que dans ces études, qui sont quand même des études prospectives randomisées pour toutes, à petits effectifs, ils ont eu beaucoup de mal à inclure, donc c'est moins d'inclusion que prévu, etc. Donc c'est quand même compliqué de mener des essais comme ça, et c'est pour ça probablement qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'en fonction des études, il y avait deux types de population, enfin deux types de design d'études. Parfois, ils avaient juste la chirurgie versus la chirurgie et la chimio. Parfois, ils avaient la chirurgie dans le groupe contrôle et la chimio à la rechute, qui était la chimio prévue initialement. Donc ça fait des schémas quand même très différents, et ça rend aussi compliqué l'extrapolation. Par ailleurs, la chimiothérapie adjuvante, on sait qu'elle n'est pas dénuée de toxicité. Si on s'appuie sur les résultats de la méta-analyse, il y a à peu près un tiers des patients qui ont été inclus dans ces essais qui ne sont pas allés au bout du traitement de chimiothérapie adjuvante. Donc c'est quand même pas négligeable. Sur les effets secondaires, c'est ceux qu'on connaît pour cisplatine, gemzar globalement, sinon MVAC à peu près dans les protocoles qui ont été étudiés. Le cisplatine, c'est la chimiothérapie qui est hautement émétisante, donc il y a beaucoup de nausées, parfois des vomissements. Et ensuite, il y a une toxicité hématologique qui n'est pas négligeable en termes de thrombopénie, neutropénie et anémie. Ça, c'est les résultats qui sont extraits d'une situation métastatique que je vous ai mis à gauche. C'est la chimiothérapie immunothérapie là, qui a été publiée récemment. Ce n'est pas celle qui va changer le standard, c'est chimiothérapie immuno qui est aussi positive quand même en survie globale. Mais les populations, elles sont globalement extrapolables. Donc chimiothérapie, non. Pour ce patient, puisqu'il en a eu en néoadjuvant, et en plus, voilà. Donc lui, pas de chimio. Est-ce qu'on peut lui faire de l'immunothérapie? L'immunothérapie, on a 3 essais prospectifs randomisés avec 3 médicaments différents. Un Vigor 010 avec l'atezolizumab, c'est un anti-PD-L1 qui va cibler le ligand. Checkmate 274, c'est le nivolumab, donc c'est un anticorps anti-PD1 qui va cibler le récepteur. Et ensuite, l'ambassadeur, c'est avec le pembrolizumab qui va cibler aussi le récepteur, c'est un anti-PD1. Dans toutes les études, les patients ils avaient 1 an de traitement avec des schémas d'administration qui sont différents et qui sont ceux en fait, de la molécule. Il y en a une qui est négative en survie sans rechute, survie sans maladie, c'est celle avec la l'atezolizumab. Les 2 autres, elles sont positives en survie sans rechute, avec le nivolumab et le pembrolizumab, mais il y en a une seule qui est positive en survie globale, c'est celle avec le nivolumab. Celle avec le nivolumab, c'est celle-là, donc il y a un bénéfice en survie globale qui est dans l'ensemble de la cohorte, c'est la courbe de gauche, qui est significatif, mais qui est encore plus important pour la population qui est PD-L1 positif. Et en fait, l'AMM pour ce médicament, c'est ce que je vous avais mis dans la diapo d'avant, elle a été restreinte à la population PD-L1 positif. Donc il faut être PD-L1 positif pour avoir accès au médicament, même si dans la cohorte globale, en fait, le bénéfice il était pour l'ensemble de la population. Si on compare le nivolumab, donc, qui lui est positif en survie globale et en survie sans rechute, à l'atezolizumab, qui est un anti-PD-L1, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Donc quand vous avez le nivolumab, à gauche survie sans rechute, à droite survie globale. Survie globale pour tout le monde, pardon. Et en bas, l'atezolizumab, on voit que quand même il y a une petite différence dans les courbes. Elle ne se sépare pas beaucoup pour l'atezolizumab en bas. Donc ce médicament, il n'a pas d'autorisation et on ne peut pas le donner. Mais ce n'est pas fini, en fait, parce qu'on essaie de trouver des sous-populations qui pourraient bénéficier de l'atezolizumab en adjuvant. Ce qui est à l'étude actuellement, c'est ce que je vous ai mis en bas. On voit que c'est significatif. Il y a un bénéfice pour l'atezolizumab pour les malades qui ont de l'ADN tumoral circulant après la chirurgie. Donc ça pourrait être une piste. Il y a la même chose avec une protéine circulante qui s'appelle KIM1. Donc peut-être qu'il y a une sous-population qui peut bénéficier du l'atezolizumab en adjuvant, qui est autre que juste calqué sur le PDL. Ambassador, cette étude, c'est celle avec le pembrolizumab en adjuvant, donc un autre anti-PD1 qui est un médicament assez proche du nivolumab. Celle-là, elle est négative en survie globale. C'est la courbe que je vous ai montrée. Après, cette étude, elle est critiquable parce que c'était une étude académique. Dans le bras contrôle, c'était observation, il n'y avait pas de placebo. Donc les patients, ils savaient qu'ils n'avaient pas le médicament. Donc il y en a beaucoup qui ont arrêté le suivi. Donc il y a eu beaucoup de pertes de vue. Donc en fait, ça a peut-être un peu grévé la puissance de cette étude, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour l'instant, elle est négative, en attendant plus de résultats, éventuellement plus de recul sur la survie globale. Donc il y a 2 études positives en survie sans rechute avec des anti-PD1, nivolumab
pembrolizumab, une étude négative avec un anti-PD-L1, c'est l'atezolizumab, mais aujourd'hui, la survie globale, elle est positive uniquement pour le nivolumab dans cette situation adjuvante. Petit écueil, qui n'est pas le cas de notre patient, on voit que nous, on est quand même dans les bons critères, parce que quand on regarde dans l'analyse en sous-groupe, on voit tout en bas ce que j'ai entouré en violet, que le bénéfice du nivolumab, il est important pour les malades qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc nous, donc c'est en sous-groupe, hein, donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas significatif pour les patients qui n'en ont pas eu que ça marche pas, mais parce qu'elle n'a pas été designée pour ça l'étude, mais toujours est-il qu'on voit que le bénéfice il est quand même tiré par les malades qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante, donc ça tombe très bien pour nous puisque c'est le cas de notre malade. De cette constatation, il y a quand même les recommandations et de l'EAU et de l'EAFU qui ont été basées dessus. Donc il y a une recommandation forte pour faire du nivolumab, c'est là où j'ai mis pas la flèche du coup, pour faire du nivolumab pour les malades qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante. Par contre, il y a une recommandation faible pour les malades qui n'ont pas eu de chimiothérapie néoadjuvante. On retrouve la même chose dans les recommandations de l'AFU, basées un peu sur cette analyse en sous-groupe, c'est que pour les malades qui n'ont pas eu de chimiothérapie néoadjuvante, eh bien, on recommande quand même, certes avec un niveau moyen, de faire plutôt la chimiothérapie adjuvante que l'immunothérapie. On pourrait en rester là, mais en fait, le standard il va peut-être changer encore, parce que là, on a eu les résultats à l'ESMO en début de semaine, en plénière de Niagara. Donc Niagara, c'est encore un autre design. C'est une chimio-immunopériopératoire, ça veut dire qu'il y a de la chimio et de l'immunothérapie en néoadjuvant, avec un anticorps anti-PD-L1 qui est le durvalumab, comme la tezolizumab. Et ensuite, les malades, ils ont un traitement adjuvant par durvalumab. Cette étude, elle est positive en survie sans rechute. Elle est également positive en survie globale. Du coup, la question ce qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va positionner l'étude avec le durvalumab versus l'étude avec le nivolumab, sachant qu'elles n'ont pas été comparées, et que dans le bras contrôle du durvalumab, il y avait, je crois, très peu de patients qui avaient eu du nivolumab en adjuvant. Donc, en fait, l'étude, elle n'est pas vraiment comparable à ce stade. Donc, en fait, ça fait un standard de plus qui va arriver, mais on ne sait pas comment on va le positionner par rapport au nivolumab adjuvant. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a encore plein d'autres études. Donc celle que j'ai entourée, c'est Niagara, mais il y a des études périopératoires avec chimio-immuno, avec le pembrolizumab, il y en a avec le nivolumab, et à droite, je vous ai mis tout le plan de développement, en fait, avec de l'infortumab vedotin, qui est une chimiothérapie avec un anticorps conjugué, avec différents types d'immunothérapie. Donc les standards, il va peut-être changer encore, ça va changer encore la prise en charge. Voilà un peu pour le tour de notre patient. Donc, on lui fait une immunothérapie adjuvante, il est PD-L1 positif, ça augmente la survie globale, il n'y a pas de problème, donc on fait le nivolumab pendant 1 an. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si le patient n'avait pas pu avoir de chimiothérapie néoadjuvante parce qu'il avait une fonction rénale pas normale? Je vous rappelle ce tableau-là. On voit que pour la population qui n'a pas eu de chimiothérapie néoadjuvante, on dirait qu'il y a moins de bénéfices pour le nivolumab en adjuvant, en sous-groupe certes. Alors on dit on peut faire une autre chimio, une chimio qu'on peut faire pour les malades qui ne peuvent pas avoir du cisplatine. C'est le carboplatine. Le carboplatine dans la population des cancers de vessie, il n'y a aucune donnée avec le carboplatine en adjuvant, genre 0. Les seules données qu'on a, c'est pour les malades qui ont des tumeurs de la voie excrétrice supérieure. C'est une étude qui est positive en survie globale qui s'appelle PUT, une étude anglaise. Mais pour les vessies, on n'a aucune donnée pour faire du carboplatine Gemzar en adjuvant pour un malade qui a eu une chirurgie sans chimiothérapie néoadjuvante. Autre question, c'est quel traitement on pourrait proposer si le PD-L1 il avait été à 0%. Pour nous, il était à 5%. Donc s'il est à 0% après chimiothérapie néoadjuvante, peu importe le résultat à NAPAT, il ne peut pas avoir de nivolumab adjuvant. Ben rien, en fait. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire de traitement adjuvant. Sauf, et là je vais faire une petite passe décisive à Carole, c'est est-ce qu'il n'y a pas un autre traitement qu'on peut faire qui n'est ni la chimiothérapie, ni l'immunothérapie pour les malades qui ont un cancer de vessie et qui ont été opérés? Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler de la radiothérapie, mais pas uniquement, aussi de la possibilité de la surveillance. Voici mes conflits d'intérêts. La radiothérapie adjuvante, elle est là pour diminuer le risque de récidive loco-régionale, comme à chaque fois, puisque ce n'est pas à l'inverse du traitement systémique, on va se restreindre sur un site anatomique. On va essayer de comprendre pourquoi certains patients vont avoir un risque plus élevé de récidive loco-régionale. On sait qu'on a 43% des rechutes qui sont en loco-régional. Les facteurs de risque, ça va être un stade supérieur ou égal à PT3, le caractère R1. On va penser au caractère N+, et en fait, en fonction des études, c'est pas ce qui ressort le plus pour un risque de récidive loco-régionale,
c'est plutôt un risque de récidive métastatique. En revanche, un curage limité avec moins de 10 ganglions retrouvés dans le curage est aussi un facteur de risque de récidive loco-régionale. Les sociétés savantes, que ce soit les recommandations européennes, l'Association française d'urologie ou NCCN, vont proposer la radiothérapie en option en adjuvant. Ces recommandations s'appuient sur des essais rétrospectifs et sur, plus récemment, un essai randomisé de phase 2 d'une équipe égyptienne, l'équipe de Zagloul, qui a proposé une radiochimiothérapie adjuvante qu'ils ont designée en sandwich avec une première partie chimiothérapie adjuvante, Gemzar carboplatine, puis une irradiation seule en bifractionné, c'est-à-dire une séance de radiothérapie matin et soir, 45 grès délivrés sur 3 semaines, puis une reprise de la chimiothérapie Gemzar cisplatine. Le groupe contrôle était la chimiothérapie par Gemzar cisplatine. Ils ont analysé la survie sans récidive loco-régionale à 2 ans. Et effectivement, on passe de 96% dans le groupe chimio à 69%. Le bémol, c'est qu'il n'y a pas eu assez de puissance pour montrer une différence en survie globale. Ça ne correspond pas à nos standards aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de chimiothérapie par Gemzar cisplatine en adjuvant en France. D'autre part, la population était différente des carcinomes de vessie que nous avons en France, puisque 64% étaient des carcinomes urothéliaux et 46% des carcinomes épidermoïdes, puisque c'est un pays qui est atteint par la bilharziose. Donc, reporter ces résultats de l'étude pour en faire un standard en France, ça paraît quand même compliqué. Et on n'a pas d'essais, aujourd'hui, on n'a pas de résultats d'essais randomisés avec une population qui correspond à notre société européenne. Voici les recommandations de l'EAU. Donc, on peut proposer la radiothérapie adjuvante et on peut y associer de la chimiothérapie pour des stades supérieurs ou égaux à PT3, avec PT3B, ou avec des ganglions positifs ou des marges, et avec un niveau de preuve faible, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il nous manque des essais. En France, on a eu la chance de participer au GETUG AFU30, dont on attend les résultats. Il est fermé l'année dernière. Donc normalement, vu que le critère de jugement principal, c'était la survie sans récidive loco-régionale à 3 ans, on devrait avoir d'ici 2-3 ans les résultats. Il y a aussi d'autres essais européens, aux Pays-Bas par exemple, qui sont en cours. Dans cet essai français, on a randomisé en post-opératoire pour les patients qui avaient une tumeur localement avancée, donc supérieure ou égale à PT3 pour le T, ou alors tout est confondu avec des ganglions. C'était des carcinomes urothéliaux, il fallait que ça représente plus de 50% de la tumeur. Le montage néo-vessie était exclu, puisqu'il y avait une irradiation dans cet essai des aires ganglionnaires pelviennes. Là, je vous ai montré le schéma résumé de la dosimétrie d'un patient qu'on a traité dans le service, avec l'irradiation de la loge de cystectomie et l'irradiation des aires ganglionnaires. Vous pouvez voir que la loge de cystectomie, ça représente tout de même un petit volume, mais que ce petit volume, on peut bien voir le sac péritonéal avec l'essence grêle qui vient dans ce volume. Et vous pouvez voir que sur les coupes supérieures, la dosimétrie a été dégradée. Et on arrive maintenant, avec la modulation d'intensité, à diminuer les doses aux organes à risque, et notamment dans ce cas-là pour le grêle, puisque c'est l'organe critique pour ce type d'irradiation.
Dans l'essai de Zagloul, ils avaient uniquement accès à de la radiothérapie conformationnelle. Aujourd'hui, en France, de façon généralisée, on fait plutôt de la modulation d'intensité, qui permettra de diminuer la toxicité. Mais tout de même, sur les essais qui ont été publiés, on a au niveau des diarrhées de grade 2, 15 à 20% des patients qui présentent des diarrhées de grade 2. Et ça, il faut bien le dire aux patients, puisque c'est des patients qui ont eu souvent de la chimiothérapie néoadjuvante, une cystectomie avec une anastomose de grêle. Donc parfois, ils ont quand même un petit peu de mal à se remettre. Et se remettre sur des complications et des diarrhées qui peuvent être importantes, ça peut être difficile. Toujours dans le GTUG à FU30, donc, on attend ces résultats. On attend les résultats sur la survie sans récidive locorégionale, mais on attend aussi les résultats sur la toxicité avec la modulation d'intensité pour voir ce que ça donne et pour voir aussi les résultats en survie globale. Sur le début de l'essai, il y avait la chimiothérapie qui était autorisée et dans la dernière année, vu l'augmentation du nivolumab, eh bien, les patients qui ont reçu du nivolumab ont pu être aussi inclus dans l'essai clinique. La chimiothérapie ou l'immunothérapie n'étaient pas réalisées en même temps. Pour y voir plus clair, j'ai proposé un arbre décisionnel qui peut nous aider et surtout qui nous permettra de voir qu'il y a plusieurs options et on pourra proposer différentes choses aux patients et ça sera toujours, lui, au cœur de la décision de traitement, puisqu'on n'a pas des niveaux de preuve très élevés. Ce qui est la situation la plus simple, c'est le patient acéphile qui a eu la chimiothérapie néoadjuvante, puis la cystectomie. Il a eu une bonne réponse. Et sur l'anatomopathologie, on retrouve du YPT0, YPT1, N0. Chez ces patients, il n'y a pas d'intérêt d'aller lui proposer un traitement adjuvant. On va le surveiller. S'il a eu de la chimiothérapie néoadjuvante, la cystectomie, pas de réponse anatomopathologique, on va regarder le statut PDL. S'il y a un marquage supérieur ou égal à 1%, on est dans l'indication, on va pouvoir proposer du nivolumab, même si on attend encore d'autres essais pour étayer cela. Et si on a un PDL1 inférieur à 1%, eh bien, en fonction de l'état du patient, du choix du patient, on peut lui proposer une surveillance ou de la radiothérapie en lui expliquant que ça diminue le risque de récidive locorégionale, mais qu'il y a ce risque de diarrhée, de fatigue, et qu'on n'a pas encore de certitude sur la survie globale. Si le patient n'a pas eu de chimiothérapie néoadjuvante, parce que c'est un patient unfit qui a eu une insuffisance rénale, on peut très bien voir le cas aussi d'une infiltration des urtères, il va avoir d'emblée une cystectomie. Alors, je n'ai pas mis du coup le stade PT2 puisque c'était pas celui qui nous intéressait pour le traitement adjuvant. S'il a un stade PT3, PT4 ou N+, que le patient est fit, là on aura un fort niveau de preuve pour lui proposer une chimiothérapie adjuvante avec du cisplatine. Mais encore faut-il qu'il ait une bonne fonction rénale. Si les patients est unfit, on va pouvoir regarder le statut PDL1. S'il est supérieur ou égal à 1%, on va aussi pouvoir lui proposer du nivolumab. On va aussi pouvoir le surveiller s'il est en mauvais état général. Si le patient est PT3, PT4, N0 et R1, j'ai mis cet item un petit peu à part parce que le statut R1 est quand même un fort risque de récidive locorégionale. Donc cela, il faudra quand même réfléchir à leur proposer de la radiothérapie. Et je pense aussi aux patients qui ont du carcinome épidermoïde, aux patients greffés et tous ces patients qui ne peuvent pas, qui sont contre-indiqués au nivolumab. On peut aussi leur proposer de la radiothérapie adjuvante, si leur état général le permet. Et ensuite, je vais passer le flambeau. Oui. Merci. Attends, reste là du coup.
Donc, les questions qui vont se poser pour les malades qui ont du nivolumab en adjuvant, c'est la question de qu'est-ce qu'on va faire au stade métastatique, du coup, pour ces patients-là. Est-ce qu'on pourra leur faire de l'immunothérapie, qui est le standard de deuxième ligne actuellement, soit d'entretien par avelumab pour les malades qui ont un cancer métastatique, ou de deuxième ligne par pembrolizumab pour les malades qui n'ont pas eu d'avelumab en entretien? Est-ce que ces malades ils pourront avoir de l'immunothérapie au stade métastatique? Il y a une présentation à l'ESMO de Johan Loriot qui a un peu repris tous les challenges immuno, thérapie ciblée dans les cancers de vessie. En fait, on ne va pas la reprendre dans le détail, mais déjà c'était pour le challenge au stade métastatique. Là, en fait, la question qu'on va poser, c'est le challenge métastatique après avoir eu le traitement en adjuvant. Donc, ce n'est pas exactement la même situation. Il n'y a pas de maladie en place. Versus métastatique, il y a quand même de la maladie en place. Je ne pourrais pas répondre du coup à cette question parce qu'on a vraiment zéro donnée sur cette situation. En fait, la question qui va se poser, c'est toujours les mêmes, et je vais répondre à cette question par d'autres questions. C'est quel est l'intervalle libre? Ça va jouer. Est-ce que l'intervalle libre est de 1 an ou est-ce qu'il progresse pendant le traitement par nivolumab en adjuvant? C'est quand même pas tout à fait la même situation. Donc la question, ça va être d'un intervalle libre à définir pour se poser la question du re-challenge. Quels sont les sites métastatiques? On sait que l'immunothérapie, elle marche moins bien quand on a une atteinte viscérale importante avec une atteinte du foie ou des os, par exemple. Donc ça va jouer sur la question du re-challenge aussi. Et ensuite, est-ce que le patient il a eu 1 an de traitement par nivolumab ou est-ce qu'il a arrêté pour toxicité? On sait que quand le traitement il a arrêté pour toxicité, c'est quand même un bon critère pour re-challenger l'immunothérapie, avec quand même toujours un risque de récidive de la toxicité, qui est à peu près, en fonction des localisations, de 30%, donc c'est quand même pas vraiment majoritaire. Donc voilà, s'il a arrêté pour toxicité, va se poser la question éventuellement de le remettre. Donc c'est des questions qui sont toujours un peu en suspens. Pour les malades qui ont du nivolumab adjuvant, qu'est-ce qu'on fait de l'immunothérapie au stade métastatique? Et je n'ai pas de réponse clairement à vous donner, si ce n'est des pistes de réflexion. Donc en conclusion, tous les patients qui sont fit au cisplatine doivent avoir une chimiothérapie néoadjuvante avec du cisplatine, plutôt par MVAC en France depuis l'étude Vesper, plutôt par Cisplat Gemzar aux États-Unis. L'important, c'est qu'elles contiennent du cisplatine. Le nivolumab, on le fait en adjuvant à tout le monde. S'il y a un haut risque de récidive après chimiothérapie néoadjuvante et PD-L1 ou plus, c'est sûr. Ça, c'est un truc qui est très acté. Et ensuite, pour ce qui est des zones grises, je ne les ai pas mises dans la conclusion, mais on les a abordées un peu tout à l'heure. Voilà, c'est des questions un peu plus complexes de situations intermédiaires où ça va être à discuter au cas par cas. Le principe d'éligibilité au cisplatine, il comprend 2 critères, la fonction rénale et la fonction cardiaque. La fonction cardiaque, c'est parce qu'on va devoir hydrater les patients pour éviter la néphrotoxicité du médicament. Du coup, il faut qu'ils aient un cœur qui fonctionne. Et la fonction rénale, on dit classiquement, c'est 60 minutes de DFG en préopératoire, qu'on peut baisser à 50. Et dans l'étude Niagara, qui est une étude internationale, ils allaient même jusqu'à 40 minutes en faisant un schéma fractionné de cisplatine à J1 et à J8. Au lieu qu'ils aient 70 mg m² à J1, ils avaient 35 à J1 et à J8. Donc ils baissaient vraiment le seuil d'éligibilité au cisplatine. En France, il y a une étude française qui s'appelle VFORA, qui a étudié ce schéma-là d'administration, donc chez les malades qui ont une clairance inférieure à 60 avec du cisplatine fractionné. L'étude a été arrêtée parce qu'il y avait trop de toxicité rénale. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille aller à 40. Ce qui se discute, c'est, on va dire, à 50. C'est ce qu'on utilise classiquement, en tout cas à Clermont. On va dire au-delà de 50, on fait de la chimiothérapie néoadjuvante. Pour conclure, on va pouvoir proposer de la chimiothérapie adjuvante pour tous les patients fit au cisplatine. Le nivolumab en adjuvant est intéressant s'il y a un haut risque après chimiothérapie néoadjuvante et un PD-L1 supérieur ou égal à 1. Et puis, on peut discuter de la radiothérapie avec le patient en adjuvant lorsqu'il y a un fort risque de récidive pelvienne. Donc, pour les stades supérieurs ou égal à PT3 et ou ER1, et éventuellement aussi les N+. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour tout le monde? Parfaitement clair. Bon, en sachant qu'il va y avoir un deuxième orage qui va arriver, là on nous a dit que tout allait changer bientôt, oui. Hier. Donc bon, on fera le point l'année prochaine. Bien. Ok, merci à vous. Et on va continuer et on va donner